bienvenue au tribunal La Ruche. On est ravis de vous accueillir. Ce soir, un grand événement. Nous allons juger Médée, comme vous le savez. Et je vais vous demander tout de suite, pardonnez-moi jeune fille, d'accueillir la cour. Levez-vous s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous pouvez vous asseoir. Maître, monsieur le procureur, avant de procéder au tirage ou à la désignation des jurés, nous allons faire entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Très fier. Prenez place. Très bien. Veuillez vous asseoir, merci. Voulez-vous procéder au tirage au sort des jurés? Nous commencerons par les femmes, monsieur le président. Très bien. Evelyne Kirn, pouvez-vous vous lever? Monsieur le procureur, monsieur l'avocat de la défense, très bien. Est-ce que si les... Je parle pour les caméras, est-ce que s'ils s'installent au premier rang là, ça vous pose un problème? Pas là, mais Bon. condition de ne pas se pencher. Vous n'aurez pas le droit de vous pencher, sous peine de sentence et voilà. Madame. Ni d'un côté ni de l'autre. Plutôt là-bas. Et dans ce tirage, il y a une mixité sur le banc ou on doit les séparer comme autrefois entre... Je pense que la mixité sera tolérée. D'accord. Allez-y, je vous en prie. Faites les hommes. Pour les hommes, Laure Blavec. Ah non, c'est une femme. Ah, il y a peut-être un mélange, pardon. Moi je veux bien, mais je suis une femme. Jusqu'à preuve du contraire. Philippe Flaubert. Très bien. De la famille? Est-il ici? Ça commence par un F. Oui. Philippe. Y a-t-il un Philippe dans la Philippe salle? alors? Aucun Philippe dans la salle? Monsieur le Président, si je puis me permettre, je pense que Laure Blavec a été appelée. Il serait inéquitable qu'elle ne rejoigne pas le... Je suis d'accord avec vous, à moins que monsieur de la Défense s'y oppose. Donc, voilà, venez si vous le voulez bien, puisque désigné, rejoindre votre... Récusé. Voilà. Récusé. D'accord, bon. Bah, retournez vous asseoir. C'est ma décision. L'avocat de la défense a des humeurs. Voilà, ou envie que vous fassiez de l'exercice, je sais pas. Donc, à vous, un autre. J'ai un homme, Damien. Damien. Alors, Damien, très bien. Tu peux sauter. Tu as l'habitude. Si, je le connais. Ah oui, je ne devrais pas le dire. Ce procès commence sur les pires auspices. C'est vrai. Que dois-je imaginer? Non, mais qu'il retourne là-bas, sans doute. Ça ira, mais j'aimerais bien que ça ne se reproduise, ça ne se reproduise point. Très bien, continuons. Pardonnez-moi. Florence Weinchamp. Ah bah écoutez, je fais ce que je peux, hein. Pas taper à la machine la prochaine fois. Et en vrai, c'est Monsieur comment? Veillant. Ah, d'accord. Ah. Donc, il va falloir que vous mettiez assis sur le même banc. Ouais, Hein. excusez-moi. Peut-être qu'on sera obligé de déplacer les 3 personnes qui sont derrière. On va rester assis, je pense. On déplacera peut-être les 3 personnes qui sont derrière, qui iront s'asseoir je ne sais pas où. Sur les places restantes, nous trouverons D'accord, un moyen. hein, pour qu'on puisse les avoir, enfin
les avocats et le procureur puissent les avoir en ligne de vue. Julien. Un homme, pour continuer, Jean-Claude J. Alors là, à partir de là, si on va voir jusqu'où vous pouvez Pour un peu aller. l'instant, on va faire ça. Ça marche. Ok. Mathilde Nison. Venez. Donc ça libère des places aussi de ce côté-là. Absolument, vous êtes fort, Monsieur le Président. C'est vrai. On est à... Il nous en manque un homme. D'accord. Alors j'ai Mathieu Varnier. Très bien. Vous ne connaissez pas Monsieur le Président, monsieur? Je n'en ai pas l'honneur, monsieur. Par contre, là, Maître. Oui. Ça va pas le faire. Là, ça va être un Nous allons problème. procéder à un réagencement de l'Assemblée. Messieurs, dames, j'invite tous ceux qui ne sont pas jurés et qui se situent sur ce gradin à combler les places restantes dans l'autre gradin. Messieurs, dames, je suis au regret de vous faire vous déplacer. S'il y avait possibilité de se serrer pour que les nouveaux arrivants n'aient pas à passer par le milieu, ce serait formidable. Nous avons des athlètes. Bravo, jeunes filles. Merci beaucoup. Ça va Nous pour allons les faire caméras. passer Oui. ces trois jurés derrière, s'il vous plaît. Très bien. Bon, Rappelez-vous la consigne de ne pas vous pencher en avant. Je vous remercie. Monsieur le Président. je rappelle aux jurés qu'ils peuvent intervenir s'ils le demandent après un moment précis, mais que surtout dans leur intervention, elles ne doivent jamais indiquer un jugement, mais simplement une question technique ou de précision, mais jamais émettre un jugement, sinon c'est révocation immédiate. Très bien. L'accusé, levez-vous et identité, présentez-vous. Médée, fille de Éthès, petite fille du soleil, née en Colchide. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Je vous rappelle les raisons de votre présence ici. Je vais donc lire. Vous êtes accusé d'assassinat de vos 2 enfants et de l'empoisonnement par des procédés de magie du roi Créon et de sa fille Créeuse ou Créuse. Je sais que vous ne réfutez pas ces faits, donc il va nous appartenir dans ce procès de comprendre comment vous avez pu, vous, une mère aimante, ces enfants, commettre ces actes à la fois vis-à-vis donc de vos enfants et à la fois vis-à-vis du roi Créon et de sa fille. Je rappelle, pour mémoire, que vous avez été accueillis en Corinthe par le roi Créon alors que vous étiez en fuite, qu'il vous a accueilli avec toutes les honneurs qui vous revenaient, surtout par rapport à votre mari qui est de noble naissance, que vous aviez aidé votre mari à s'emparer de la toison d'or. On sait que, dit-on, que c'est grâce à votre magie qu'il a pu s'en saisir. Nous devons aussi rappeler la colère de votre famille, puisque c'est contre elle que vous avez agi en aidant Jason à s'emparer de la toison d'or, et que la manière dont vous êtes échappé de votre pays avec Jason et son équipage a eu pour mettre en fuite vos poursuivants, donc votre père, curieux procédé. Vous pouvez nous en dire un mot, comment vous avez échappé à cette suite, qui, je le rappelle, pour la défense, ne fait pas partie du jugement et des raisons pour lesquelles nous sommes ici, mais qui sont toujours intéressants pour l'information. Ce n'est pas concerné par le procès. C'est Ça ne vrai. vous empêche pas d'en parler bien à votre aise, Monsieur le Président. Ce qui nous permet à chacun de bien Chacun sera comprendre. juge.
les raisons. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces faits? En tant que petite fille du soleil, je me dois de défendre la liberté et l'intégrité. Mon père, aussi puissant soit-il, n'avait pas forcément des procédés très louables. En défendant Jason, j'ai aussi défendu l'honneur de ma famille. Et pour pouvoir semer mon père et Étesse, je n'avais pas d'autre procédé que de lui rendre son fils, Apsitros, en morceaux pour qu'il puisse réunir les morceaux afin de faire le deuil. Ainsi, on a pu s'enfuir avec Jason et la toison d'or est bien revenue à celui qui la méritait. Pour la suite, vous parliez d'accueil par Créon. J'ai toujours été traitée en étrangère et je le suis encore aujourd'hui. Très bien. Monsieur le Président, on peut Oui. dire que cette présentation est quand même particulièrement déloyale. Est-ce qu'on reconnaît que vous avez en fait en sorte de tuer votre demi-frère pour semer votre père que vous aviez trahi? Oui. Très bien. Merci. Bon, tout en rappelant que ces faits ne sont pas ici de l'ordre de notre jugement et de notre convocation. Donc, venons-en au fait d'accusation, l'assassinat de vos 2 enfants et l'empoisonnement par des procédés de magie de Créon et de sa fille Créuse. Veuillez, si vous le voulez bien, nous raconter tous ces faits. Jason et moi étions mariés depuis 10 ans déjà, suite à la promesse qu'il m'avait faite de m'épouser, puisque je l'avais aidé à récupérer la toison d'or en Colchide. Nous avons eu 2 enfants. Nous vivions très heureux jusqu'au jour où Créon décida de le prendre pour gendre, afin de pouvoir organiser son héritage, puisqu'il se sentait vieux, et qu'autour de lui, Jason était celui qui avait le plus de mérite pour pouvoir récupérer la couronne de Corinthe. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais étrangère en Corinthe, il était facile de dissoudre le mariage entre Jason et moi, et donc de me répudier, se débarrasser de moi. J'ai donc décidé de tuer Créuse et son père, Créon, afin de rétablir la vérité. Et Phérès et Mère Méros, pour ne pas être sacrifiés aussi à leur destin, ont péri sous mes coups, oui. Vous parlez de vos 2 enfants, hein, Oui. en leur donnant leur prénom. D'accord. Est-ce qu'il y a dans, est-ce qu'il y a pour la défense une procédure de démence ou dans les actes commis ou ils sont... Absolument pas, absolument pas. Très bien, Je m'interdirais ce qui serait à la fois une facilité et un mensonge. très bien. Est-ce que, bon, là vous reconnaissez les faits, vous n'en dites pas beaucoup plus. À votre avis, pourquoi Jason, alors qu'il est de réputation notoire, qu'il vous doit tout, pourquoi tout à coup décide-t-il de vous répudier? Je ne sais pas. C'est de la trahison. Vous le prenez comme tel? Oui. Très bien. Est-ce que je peux appeler Madame Anne pour un témoignage concernant une intervention d'une discussion que Jason, votre mari ou époux ou compagnon, a eue avec son ami Pollux? Veuillez prendre... Alors, en principe, puis, si la greffière a bien fait son travail, c'est-à-dire si je lui avais demandé, il aurait dû y avoir un endroit où vous êtes pour poser votre feuille. Voilà, mais... Eh bien, voilà, regardez. Je m'exécute de loin. C'est un peu bas. Voilà, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure. Dites-nous ce que Pollux, qui était pour vous un intime, vous a rapporté de sa conversation avec Jason. Il était encore tout bouleversé. Jason venait de lui demander de se préparer à son second hyménée. Quoi, lui ai-je demandé? Médée serait
Serait-elle morte? Non, m'a-t-il répondu. Il la répudie. Il veut épouser la fille du roi Créon. Pour Pollux, il était impossible d'imaginer que Jason puisse vivre sans Médée. Et même qu'il ait pu trahir leur union. Il lui doit tout, a-t-il cessé de me répéter. Bon, je dois pour la cour à me rappeler que Pollux a été un serviteur très fidèle et il l'a montré dans des événements pénibles à l'égard de Créon. Et donc, il est effectivement, comme vous le dites, stupéfait par le fait qu'il puisse, de cette façon, rompre avec Médée, à qui, vous l'avez dit aussi, il doit tout. Il donne d'autres raisons par rapport à son épouse, sa nouvelle épouse, pour justifier cette rupture. La jeunesse et la beauté de Créus sont les deux premières raisons invoquées. Et Jason s'est vanté d'aimer intelligemment, de savoir accommoder ses amours à ses ambitions politiques. Bien. Pouvez-vous dire exactement ces mots? Oui, il a dit « Aussi ne suis-je pas de ces amants vulgaires. J'accommode ma flamme aussi bien que mes affaires. » Que vous a encore rapporté Pollux? Il semble qu'une affaire plus ancienne ait causé la mort du roi Pélie, soit une autre raison de cette séparation. Oui, il faut rappeler, vous voulez peut-être nous dire quelque chose de cette affaire avec le roi Pélie, qui ne rentre pas Une non fois de plus, nous sommes complètement hors du débat. qui permet de Je ne me bien prêterai pas à cette comprendre. mascarade, monsieur le Président. D'accord. Monsieur le procureur, il vous intéresse de rappeler cette affaire ou non? Non, je pense que nous pouvons poursuivre. Très bien. Donc, poursuivez. Acaste, le fils du roi Pélie, demandait donc réparation pour la mort de son père. Créon a refusé de lui livrer le noble Jason, et pour le protéger et aussi satisfaire l'amour de sa fille, il veut en faire son gendre. Et ce faisant, disait Pollux, en bannissant Médée, il en a fait la proie unique de la vengeance d'Acaste. Ce qui ramène à je n'aime que pour des raisons politiques. J'accorde mes ambitions politiques ou mes intérêts à mes sentiments. Pollux, croyez-moi, en était terriblement offensé et craignait le courroux de Médée. Très bien. C'est un témoignage. Vous pouvez, monsieur le procureur, interroger le Oui, témoin. je vois que nous avons ici un témoignage qui est particulièrement partial. Nous avons l'opinion de Pollux. Pollux était un proche collaborateur, il faisait partie des 50 Argonautes, il était très proche de Jason, et il a du mal à comprendre comment cet homme se sépare de sa femme pour en chercher une autre plus jeune. Car c'est finalement la seule chose qu'il ne sait pas expliquer. Et c'est la seule chose qui nous intéresse dans ce procès. Très bien. Vous vouliez dire quelque chose, une idée, par rapport à cette affaire avec le roi Pélie, et puis ce pourquoi Acaste, son fils, en veut tellement à Jason, et comment, effectivement, en rompant avec vous, vous devenez la principale proie de sa vengeance. Je n'ai rien à rajouter. Très bien. Nous continuons. Puis-je disposer? Oui. À moins que vous vouliez poser des questions. D'accord. Bien. Est-ce que vous avez un témoin que vous voulez... J'aimerais entendre Pollux, si c'est possible, Monsieur le Président. Très bien. Alors, Pollux, qui est Lynn. Vous voulez l'interroger ou que je l'interroge? Oui, peut-être que vous juré déjà au départ sur ce que vous avez raison. dire l'exacte vérité. Je jure sur l'honneur que les faits et les dires que je vais rapporter à la cour ont bien été commis et énoncés par Pollux. Pollux vous a directement informé, Jason vous a directement informé du fait qu'il allait se séparer de Médée. Bien sûr, nous étions dans la salle du trône et le roi Créon n'avait pas eu assez de mots glorieux pour remercier Pollux d'avoir mis fin à une fin victorieuse à la perfide attaque du roi Égypte. Oui. Cependant, est-ce qu'il est avéré que c'est le roi Créon lui-même qui a demandé cela, ou est-ce que sa fille Créuse, étant amoureuse de Pollux,
a cherché à influer son père et lui a demandé de se rapprocher de Vous Jason. pouvez repréciser, il y a eu peut-être votre langue a fourché, je crois, monsieur le procureur. Reprenez les faits. En principe, c'est les miens qui devaient... mais posez-vous, donc j'en profite. Sommes-nous sûrs que ce soit Créon qui ait choisi Jason, alors qu'il me semble plutôt que Jason a été choisi par Créus, sa fille, qui était dominante dans cette décision. La réponse n'est pas écrite dans le papier. Je vais la Si je puis me chercher. permettre, Monsieur le Président, Oui. nous cherchons la vérité, au-delà du formalisme. Alors, par rapport à votre question, je pense que on peut appeler peut-être, ça va venir, on peut appeler Adèle à venir témoigner, puisque ça rejoint cette affaire de... Oui, auparavant, alors peut-être Alors, que Pollux peut nous donner les mots exacts employés Vous voulez dire que c'est sa fille qui a plutôt choisi cette union et que Créon c'est ce que nous pensons, Monsieur le Président. était un peu sous le joug de sa fille. Créon est un roi âgé, il est sous l'influence complète de sa fille, et c'est elle qui, entraînée par Jason, l'a convaincu de choisir Jason comme gendre. Je vous laisse parler exact. Oui, s'il vous plaît. Si vous ne craignez rien que je vous trouve à plaindre, j'ai toujours pour suspect le don des ennemis. Ils font assez souvent ce que n'ont pu leurs armes. Je connais de m'aider de l'esprit et des charmes. Je veux bien m'exposer au plus cruel trépas, si ce rare présent n'est pas un mortel à pas. Et que répond Créon? Créon argumente sur le fait que ce sont les enfants qui apporteront les cadeaux et qu'ils servent en quelque sorte d'otages. Ce que Pollux doit contester. En effet, ils pensent qu'ils peuvent être les émissaires de sa vengeance. Peut-être, dit-il, que n'étant plus sa femme, elle n'est plus leur mère, et il supplie Créon de la renvoyer. Donc non seulement il répudie sa femme, Monsieur le Président, mais en plus il fait en sorte qu'elle soit excommuniée, si l'on peut dire, du royaume. Je vous remercie. Oui. C'est une question. Je ne sais pas, devenez procureur. Sur cette affaire de cadeaux, c'est peut-être temps de venir à cette histoire de cadeaux, de robes. Je vous laisse. Et j'aimerais bien entendre Madame Dardania. Pouvez-vous donner votre profession, madame? Votre nom d'abord. Dardania. Votre profession? Je suis esclave domestique. Greffière, notée, employée de maison. Au service de qui? De Madame Créus. De Madame Créus. Et vous avez assisté à une scène qui vous a marqué entre votre maîtresse, Créus, et cette dame-là. Et cette dame, et ma cliente. Que demandait cette visiteuse à sa maîtresse, à votre maîtresse, pardon? Ils ont conclu une sorte de marché. Un marché, bien. Et quel était ce marché? Que demandait la visiteuse, c'est-à-dire ma cliente, à votre maîtresse, Créus? Eh bien, de ne pas laisser ses enfants se faire tuer et de s'occuper d'eux à l'avenir. Bon, c'est quand même une demande importante. Et que lui donnait-elle en échange de cet immense service qui laissait la vie sauve à ses enfants? Une robe. Une robe. Notez bien cela, mesdames et messieurs, les jurés. Une robe, c'est tout, une robe. Une robe, et contre la robe, j'élève vos enfants, je leur sauve la vie, j'en fais des princes. Ah oui, mais ce n'était pas n'importe quelle robe. Vous l'avez vue, cette robe? Ah bah oui. Ah oui. Vous pouvez la décrire? Oh, elle était magnifique. Oh, elle était belle. Elle était blanche. Et puis, toute brodée d'or. Avec des pierres précieuses, des sequins, des rubans. Il y avait des fleurs. Elle était magnifique. Bon, très bien. Je vous remercie. C'est un témoignage qui me semble extrêmement intéressant. Prenez... pardon, on verra si M. le procureur va vous interroger, mais
Oui, oui. Mais là, moi déjà, je trouve que c'est... J'ai à peine besoin de plaider. Regardez cette Créuse, la future reine de Corinthe. Elle est placée devant un choix. Sur un plateau de la balance, la raison d'État. Elle est prête à introduire 2 enfants qui vont devenir grands, qui vont devenir des rivaux, qui vont devenir ce que Néron est à Britannicus. Bon, c'est introduire le loup dans la bergerie. C'est des d'intervenir. Est-ce que problèmes la défense est d'innation. en train de commencer sa plaidoirie ou est-ce que... Vous interviendrez un tout petit peu, laissons-le finir, Oui. ça nous gagnera du temps sur la plaidoirie. Voilà, exactement, monsieur. Ça n'est pas sûr, monsieur le Président. Faut-il que vous soyez peu sûr de vous, monsieur le procureur, pour m'interrompre de la sorte? C'est un détail, direz-vous, mais tout de même. Alors voilà, d'un côté, la raison d'État, de l'autre côté, une robe. Une robe. Ah ben elle est belle, ça brille de partout. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette Créuse? Imaginons qu'elle règne, mais quelle catastrophe! Mais quelle catastrophe! Tout pour le bling-bling, le strass et les paillettes. Ce dont ont besoin les Corinthiens, c'est d'une reine, c'est pas de Barbie princesse, monsieur le procureur. Voilà, donc je pense qu'en mettant hors circuit Créuse, eh bien, ma cliente a fait beaucoup de bien à Corinthe. C'est Très tout bien. ce que j'ai à dire. Donc si Merci. pour tuer le bling-bling, il y a des présidents bling-bling par exemple, il nous faut des BD un peu plus en liberté. Hein, parce que ce que vous prenez, Ah, c'est c'était une finalement la... circonstance tout à fait extra. Bon, ne dossiez pas de parti pris, monsieur le président. Non, mais il faut dire que là, il y a peut-être autour de ce meurtre et assassinat de Créuse, un chemin que vous prenez rapidement. Vous voulez dire quelque chose peut-être, monsieur le procureur? Président, je voulais abonder dans votre sens, si je Mais puis comme me tout à l'heure permettre. vous étiez un peu d'avocat de la défense, des fois je me permets... Je voulais abonder dans votre sens et dire qu'il est Bien quand sûr. même assez particulier de dire qu'un assassinat se justifie dans un intérêt général que personne ne connaît vraiment. Néanmoins, pour revenir et pour aller dans votre sens, monsieur l'avocat, et pour être impartial, je voudrais appeler Adèle, parce qu'il y a quand même dans cette affaire de robe, il faut savoir que ce n'est pas non plus cette affaire de robe n'importe quelle robe, c'est pas n'importe quoi pour m'aider, et c'était intéressant d'y revenir un peu plus, et aussi de s'intéresser à la manière dont Créon veut la chasser du pays, et comment il se comporte vis-à-vis des enfants, et comment cette femme se retrouve, vous l'avez dit, effectivement, vous l'avez dit, Madame Médée, étrangère, et considérée comme quelqu'un n'existant pas à Corinthe. Cléone, donc, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité? Je le jure. Très bien. Veuillez nous rappeler les conditions émises par votre maîtresse, Créuse, pour accepter de devenir la marâtre des enfants de Médée et Jason. J'ai ici les mots qu'elle a prononcés. La robe de Médée a donné dans mes yeux, mon caprice à son lustre attachant mon envie. Sans elle, trouve à dire au bonheur de ma vie. C'est ce qu'on a prétendu mes dessins relevés, pour le prix des enfants que je vous ai sauvés. Donc en gros, de belle façon, elle dit, donnez-moi cette robe, c'est la seule chose que possède Médée et j'aiderai vos enfants. Il est vrai, peut-être, il faut être impartial, montrer qu'il y a une forme effectivement de légèreté dans la manière dont elle se comporte. Et bon, pour en revenir maintenant aux enfants, quel était le sort prévu pour les enfants de Médée? Pour Créon, le seul crime de Jason était d'avoir Médée pour femme. Il disait qu'il n'avait pas trahi sa famille ni sa ville et qu'il n'avait pas de sang sur les mains. Et pour les enfants, qu'est-ce qu'il décida? Il décida de les récupérer pour faire plaisir à Créuse, qui avait entendu que Jason, c'était vraiment son souhait de récupérer ses enfants. Comment Médée prend-elle ce geste? Alors je vais vous citer ces mots. Barbare humanité qui m'arrache à moi-même et fin de la douceur pour m'ôter ce que j'aime. Si Jason et Créuse ont ainsi longtemps ordonné, qu'ils me rendent le sang que je leur ai donné. Très bien, c'est pas une parole innocente, Madame Médée. Pas une parole innocente, monsieur le président. Ce sont des vers. Ce Oui. sont des vers. C'est dans le... Vous Je êtes veux poète, bien que monsieur. Corneille n'est pas forcément le témoin le plus fiable qui C'en soit. était un. Vous reconnaissez ces paroles ou non? Est-ce que Corneille a abusé de la rime ou est-ce qu'il vous a attribué votre pensée? Je reconnais ces paroles. Très bien. Vous pensez. Très bien. Donc Corneille n'était pas un mauvais témoin.
Et donc, il s'agit là d'une rupture, effectivement. Vous savez ce que sont les citations tronquées, vous le savez, c'est pas nouveau. Votre cliente la connaît. Est-ce que, monsieur le procureur, vous voulez poser... Mais bon, il reste néanmoins cette légèreté, et le fait est fait, bon, toujours pour être impartial, parce que effectivement, cette femme qui n'est rien dans ce pays, et qu'on va chasser même du pays, on lui dit en plus, vos enfants, bon, dites-leur au revoir et tirez-vous, si je peux me permettre de parler ainsi. Ok, monsieur le procureur, vous voulez poser quelque chose? Je suis surpris de la façon dont les choses sont présentées. On a l'impression d'une honnête femme qui est poursuivie et qui est pourchassée hors de chez elle. Or, cette femme est en cavale parce que la litanie de meurtres qu'elle a commis la suit et qu'elle part de royaume en royaume pour essayer d'échapper aux uns après les autres. Ça n'est pas une innocente qui est persécutée. C'est une coupable que différentes justices essaient d'attraper. Ça n'est pas tout à fait pareil, monsieur l'avocat. Moi, avocat, monsieur le procureur, j'infère de vos paroles la bienveillance que vous avez envers tous les immigrants. En reconnaissant que là, Jason ne se montre pas, on l'a entendu dans le témoin de Mme Ligne tout à l'heure, ne se montre pas tellement loyal, sachant qu'en effectivement coupant ce lien qu'il a avec Médée, il la charge de tous les crimes qu'elle a commis, dit-elle pour lui. Le président, j'aurai l'occasion de démontrer que le couple que formaient Jason et Médée était un couple pervers. Très bien. Vous pouvez nous laisser, je crois, à moins que non. D'accord, vous pouvez nous laisser. Très bien. Revenons-en à un autre aspect de cette affaire. Nous avons vu, c'est la question de la préméditation. C'est une question qui est posée dans le tribunal. C'est de savoir si, on peut vous poser la question directement, vous pouvez ne pas répondre, ou répondre, si dès lors que Jason vous apprenez cette nouvelle de rupture, de répudiation, l'idée de commettre ces crimes vous vient aussitôt. Je répondrai simplement que nul mortel n'a le pouvoir de la préméditation, que seuls les dieux savent ce qui va se passer. Ayant moi-même du sang divin dans mes veines, j'ai fait ce que je devais faire. Très bien, très bien. Nous, là, nous passons un cran. C'est une évidence, monsieur. Néanmoins, j'appellerai quand même peut-être... Pardon. Si je puis me permettre. Oui. La préméditation, ça consiste à préparer quelque chose. Voir dans l'avenir, qui est l'apanage des dieux, c'est une autre chose. Médée n'a pas répondu à la question. Elle a répondu à une question que vous n'avez pas posée. Mais peut-être souhaitez-vous la poser. Je ne lis pas dans votre avenir. Moi, posez-la. Je voulais simplement insister sur le caractère manipulateur de Médée, qui est en train de vous embarquer avec de fausses réponses à de bonnes questions. Très bien. Donc nous avons déjà une égalité dans le début de la plaidoirie. De bonnes réponses à des questions obscures, pourrait-on dire de la même manière, monsieur le procureur? Il m'importait quand même, pour revenir sur Terre, que nous puissions interroger... alors je voulais interroger le sergent responsable de cette prison où, il faut que je rappelle quelques faits, et j'ai été emprisonné, mais il est mort. Néanmoins, il a eu le temps, avant d'expirer, de consigner, ou on a pu consigner effectivement son témoignage. Donc je vais appeler la greffière à venir jurer de l'authenticité de ce témoignage et de ce qu'elle va nous relater, en rappelant, pour que l'on comprenne bien les enjeux, qu'Égée, roi d'Athènes, était effectivement à Corinthe dans l'idée d'épouser Créuse. Il sera terriblement vexé par elle. Disons qu'il est trop vieux et qu'à côté de Jason, il ne mérite pas qu'on s'y attarde. Et il essaiera de fomenter, en étant invité à Corinthe, une révolte ou une guerre, grâce justement à Pollux, dont on a parlé de fiabilité. Il ne sera vaincu. Créon restera donc
en poste, on va dire, de Corinthe. Et j'ai été emprisonné. C'est là, effectivement, qu'on reprend ce témoignage du sergent décédé, mais qu'on a pu, effectivement, enregistrer avant. Pouvez-vous nous donner lecture de l'interrogatoire du sergent de la prison de Corinthe qui a eu à s'occuper du roi Égée après son arrestation? Absolument, Monsieur le Président. Jurez peut-être avant de dire la vérité. Rien que... Je jure de lire la vérité. Je lis. Question de l'inspecteur. Vous travaillez dans la prison où, après son attaque contre Créon, Égée, le roi d'Athènes vaincu, a été arrêté. Dites-nous ce que vous avez entendu. Réponse du sergent. Tout cela nous a été raconté. Il reste encore bien des mystères, car personne ne l'a vu de visu, la Médée. Et pour cause, parce que il y a là de la grande magie là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le roi d'Athènes, Égée, s'est envolé de sa prison. Et il n'y en avait qu'une pour réaliser ce prodige. La sorcière Médée. Pouvez-vous être plus explicite? Demande l'inspecteur, je crois. Absolument, Monsieur le Président. Eh bien, on dit qu'elle s'est infiltrée, invisible à chacun, dans la cellule d'Égée et qu'elle l'a aidé à s'enfuir de sa prison. En récompense, Égée aurait promis à Médée de la recueillir et de la protéger à Athènes à condition qu'elle sorte de Corinthe par ses propres moyens. Il lui a même offert son trône et son lit. On sait que le roi Égée se morfondait de ne pas avoir de descendants. Eh bien, Médée lui aurait promis de lui en donner. Il était même prêt à l'aider à se venger. Mais la sorcière aurait déclaré qu'elle envisageait une plus terrible vengeance, qu'elle accomplirait par elle-même. L'inspecteur qui pose cette question, pensez-vous qu'elle pensait au crime qu'elle allait commettre en parlant de cette vengeance par elle-même? Le sergent répondra « J'en sais rien. En tout cas, à moi, ça a coûté ma place et mon grade. » Voilà, Monsieur le Président, la déposition du sergent-chef qui depuis a perdu la vie comme vous l'avez notifié au début. Très bien. Je vous remercie. Peut-être, je sais que vous allez intervenir, mais justement, je vous laisse intervenir. Quel crédit accordé au témoignage d'un sergent qui reconnaît lui-même avoir perdu sa place, pense-t-il, croit-il, dit-il, par la faute de Médée. Il fait tout pour la noircir, jusqu'à croire à ces histoires d'hommes invisibles 3 ou 4 000 ans avant H.G. Wells. C'est bien naturel que vous répondiez ceci. Et vous, je sais à peu près dans quel sens vous allez aller. On vous écoute. Je vais aller dans le sens de la vérité, Monsieur le Président. Je l'entends bien. Et je vais rappeler que non seulement Médée a réussi à s'enfuir avec Égée, mais qu'après ça, elle est montée sur le trône à côté d'Égée, qu'ils ont eu un fils ensemble, appelé Médos. Et ce fils, Égée voulait absolument qu'il devienne roi lui-même à la place d'Égée qui était vieillissant. Et malheureusement, le roi avait un premier fils, un fils né auparavant. Et Médée a essayé de faire assassiner ce jeune prétendant, exactement comme Britannicus avait été assassiné par je ne sais plus qui. Néron. Non, c'est Narcisse. Narcisse. Pas Narcisse, Monsieur le Président, non. non. Britannicus a été assassiné pour permettre à Néron, pour permettre à Agrippine a fait assassiner Britannicus. Je prie, messieurs les jurés, de m'excuser de ce lapsus tout à fait volontaire. Agrippine a fait assassiner Britannicus, qui était prétendant légitime en qualité, comme vous le savez, de fils de Germanicus, pour mettre à la place son fils Néron, qui est effectivement devenu empereur de Rome. Nous avons ici le même procédé odieux. Bon, c'était sur un témoignage de Racine, mais peut-être vous avez d'autres sources.
La question, elle est simple en fait, c'est de savoir si vous reconnaissez ce que vient de dire par rapport à votre descendance avec Égée, ce que monsieur le procureur insinue, et surtout si cette rencontre dans la prison et le pacte avec Égée a vraiment eu lieu. Seul être loyal à la cour de Corinthe, Égée méritait mon soutien, mais non, je ne reconnais pas ce témoignage. Farfelu. Témoignage farfelu. Je me rends invisible, je vais dans la cellule. Enfin, ce sont des contes pour amuser les enfants. Excusez-moi de vous le dire. Monsieur le Président, je suis un petit peu navré vous voir, c'est monsieur le procureur, coupé dans ces falaises. Monsieur le Président, je rappelle simplement que c'est par la magie que Médée a permis à Jason de réussir à conquérir la Toison d'Or. S'il n'y avait pas eu de magie, il n'y aurait pas eu de Toison d'Or. Alors on ne peut pas admettre d'un côté la magie quand elle nous simplifie la vie et la refuser quelques années après. Il est vrai qu'à Corinthe, c'était, même si vous étiez considérée comme étrangère, c'était pour les gens de Corinthe une chance de pouvoir vous rencontrer, de vous connaître à cause de ces talents de magicienne que vous aviez et qui étaient reconnus. On ne peut nier. Hein. Vous pouvez... On arrive à la fin de cette, on va dire, j'ai pas le terme d'ailleurs, il manque des termes, je vais progresser en termes, je crois. Une audition, le terme qui me vient, mais je sais pas pourquoi, comme ça. Je veux dire, on a déroulé toute l'histoire, tout l'interrogatoire, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, l'interrogation. Peut-être qu'il y a des témoins qui veulent intervenir sur, c'est simplement à charge ou à décharge. Peut-être que vous avez d'autres témoins, monsieur le... J'espère que moi-même je n'en ai pas oublié. Sinon, que les témoins se fassent connaître. Non, je n'ai oublié aucun témoin. Bon, et en termes de témoignages spontanés, qu'est-ce qu'il y a dans l'Assemblée? Des personnes qui, pour ou contre cette histoire de Médée, ou pour apporter un autre avis, veulent intervenir. Qu'est-ce qu'elle risque? Selon que nous soyons dans un état où la peine de mort existe, elle le risque, et non la perpétuité, selon les conditions qui seront émises et qui seront énoncées tout à l'heure. Mais c'était, pour l'instant, on n'est pas encore là, on est surtout, est-ce que quelqu'un veut émettre un avis, hein? C'est Monsieur le Président, oui. Je voulais savoir si dans l'acte d'accusation, il y avait des éléments de preuve qui caractérisaient le fait que Médée serait l'auteur de ce double infanticide. Y a-t-il des éléments matériels qui ont été réunis? A-t-on trouvé sur elle l'arme du crime? Y a-t-il eu des traces sur la scène de crime à ce jour? Alors, là je n'ai pas fait venir les témoins, mais on pourrait le faire. Dites, monsieur le procureur, oui, on a les témoignages. Monsieur le Président, Médée n'a jamais contesté avoir commis ce crime. Elle le reconnaît, elle a commis le double infanticide, et d'autres encore dont nous aurons l'occasion de parler. Et pour une fois, je suis absolument d'accord avec monsieur le procureur. Vous progressez, monsieur On a beaucoup parlé de l'infidélité de Jason dans cette affaire. Je sais, personne ne veut, non? Si, oui, je voyais bien que vous aviez... eh bien, madame Christine. Je me permets de prendre la parole pour, sans toutefois défendre madame Médée, signaler qu'elle est quand même un précurseur du mouvement MeToo, son mari l'a un petit peu abandonnée pour une jeunette, et que, bon, dans ces cas-là, tous les coups sont permis. Oui, ils sont prêts, hein, oui, bon, très bien, vous me faites peur d'un coup comme ça. Oui, je me permettrai de demander à madame, êtes-vous mariée, madame, avez-vous des enfants? Tout à fait. Et si votre mari partait, pensez-vous que vous en profiteriez pour oxyre vos enfants? Je ne rapporte pas ce cas à ma situation personnelle, je généralise un cas universel et en l'occurrence à la situation de madame Médée. Certes, madame, mais chaque cas universel correspond à un cas personnel en même temps. Et le cas personnel, je vais m'en charger dans un instant, monsieur le procureur. J'avais, est-ce que la Cour l'accepte, un témoignage que la greffière et son
son adjoint pourrait nous relater sur le rapport amoureux de Jason et Médée, ou d'infidélité, parce que de réciprocité, c'est un témoignage qui est beaucoup plus tardif, mais qui peut aussi permettre des réflexions des témoins, si les témoins le souhaitent, si les jurés le souhaitent. Voilà. Vous n'aviez pas de questions, néanmoins. Une question pour l'accusé? Qu'elle ne soit pas entachée de jugement, mais allez-y. Pourquoi ne pas avoir tué Jason qui vous abandonnait et avoir tué par contre la femme pour qui il vous abandonnait, mais qui somme toute n'était pas responsable de son infidélité? Est-ce que cela veut dire que vous aimez encore Jason malgré cette trahison? Je vais donc appeler les deux témoins, greffière et accessoire, pour lire cette scène qui est voilà, plus tardivement. Donc c'est effectivement une scène retranscrite dont vous jouerez de... Y aura-t-il des réponses? Voilà. Je ne sais pas, mais je pense qu'elle est bienvenue, non? Je pense qu'elle tombe à quoi nommer, Monsieur le Président. Cette séance est bien menée. Ouais. Allons-y. Allez, pour la satisfaction maintenant. La partialité d'abord. Je m'attendais à pire, monsieur l'avocat. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Tu oublies vite. Donc Jason, c'est Jason qui parle. Hein. Absolument, et j'endosserai le rôle de Médée. Voilà. Pardon, allez-y. Tu oublies vite. Ce n'est pas pour une dernière scène de ménage que je suis venu te trouver, mais cette couche où tu nous prétends liés à jamais. Qui l'a déserté la première? Qui la première a accepté d'autres mains sur sa peau? Le poids d'un autre homme sur son ventre? Moi. Je croyais que tu avais oublié aussi pourquoi nous avions fui de Naxos. Tu t'échappais déjà. Ton corps reposait près de moi chaque nuit, mais dans ta tête, dans ta sale tête d'homme fermée, tu forgeais déjà un autre bonheur, sans moi. Alors, j'ai essayé de te fuir la première, oui. C'est un mot commode, fuir. Pas tellement, tu vois, car je ne l'ai pas pu. Ces mains, cette autre odeur, ce plaisir même que tu ne me donnais plus, toi, je les ai haïs tout de suite. Je t'ai aidé à le tuer. Je t'ai dit l'heure, et j'ai été ta complice contre lui. Je te l'ai vendu. L'as-tu oublié, toi, ce soir où je t'ai dit « Viens, il est là, tu peux le prendre. » Ne reparle plus jamais de ce soir-là. J'ai été ignoble, hein, ce soir-là, 2 fois. Et tu me méprisais. Et tu me haïssais de toutes tes forces. Je n'avais plus à attendre autre chose de toi que ce regard froid. Mais c'est tout de même toi que j'ai supplié de m'emmener. Il était beau pourtant, tu sais, Jason. Mon berger de Naxos. Il était jeune, et il m'aimait, lui. Pourquoi n'est-ce pas à lui que tu as dit de me tuer? Je dormirai maintenant, loin de toi, j'aurais fini. Je n'ai pas pu. Il a fallu que je me recolle à ta haine comme une mouche, que je reprenne mon chemin avec toi, que je me recouche le lendemain contre ton corps ennuyé pour pouvoir enfin m'endormir. Tu crois que je ne suis pas 1000 fois plus méprisée que toi? J'ai hurlé seule devant ma glace, je me suis déchirée avec mes ongles d'être cette chienne qui revenait se coucher sur son trou. Les bêtes s'oublient, elles, et se quittent au moins le désir mort. Je te connais pourtant. Héros pour les filles de Corinthe. Je t'ai pesé, moi. Je sais ce que tu peux donner. Mais je suis encore là. Tu l'as peut-être fait tuer trop vite, ton berger. J'ai essayé, Jason. Tu ne l'as pas su? J'ai essayé encore, avec d'autres depuis. Et je n'ai pas pu. Pauvre Médée. Je te défends d'avoir pitié. Le mépris, tu me le permets. Pauvre Médée encombrée de toi-même. Pauvre Médée à qui le monde ne renvoie jamais que Médée. Tu peux défendre d'avoir pitié, personne n'aura jamais pitié de toi. Et moi non plus. Si j'apprenais aujourd'hui ton histoire, je ne le pourrais pas. L'homme Jason te juge avec les autres hommes.
Et ton cas est réglé pour toujours, Médée. C'est un beau nom pourtant. Il n'aura été qu'à toi seule dans ce monde, orgueilleuse. Emporte celle-là dans le petit coin sombre où tu caches tes joies. Il n'y aura pas d'autre Médée, jamais sur cette terre. Les mères n'appelleront jamais plus leur fille de ce nom. Tu seras seule jusqu'au bout des temps, comme en cette minute. Merci beaucoup. Vous voulez intervenir sur ce témoignage, monsieur de la Défense? Qui n'est pas à l'honneur de Jason, selon moi, mais c'est un triste personnage. Le témoignage de Corneille, que je me permets d'invoquer, moi aussi, pourquoi pas, dit que fait dire à Jason que lui-même était prêt à sacrifier ses 2 enfants pour faire souffrir Médée. Lui-même. Disait Corneille, Médée, acte 5, scène 5. Monsieur le Président, rappelons simplement que Corneille n'était pas vraiment présent au moment des faits. Ce qui était évidemment le cas d'Anouilh, monsieur le procureur général, soyons sérieux. Mais oui, puis on ne sait pas où il était. Il y a de la poésie dans ce procès. Très bien. Bon, alors, est-ce que là, j'ai une... avant de passer aux délibérations, il y a peut-être les réquisitoires. Dans mon esprit, nous commençons par vous, monsieur le procureur. Je pèle encore l'Assemblée. Témoignage, l'envie de dire quelque chose? Non. Eh bien, nous vous écoutons. Monsieur le Président, messieurs, mesdames les jurés, messieurs, mesdames de la Cour, monsieur l'avocat, ce genre d'affaire n'est pas une affaire qu'un procureur aime plaider. Le procureur déteste ce genre d'affaire. Non pas qu'elle soit complexe sur le plan juridique. Il y a une loi, elle peut s'appliquer. Que dit la loi? L'article 221-4 du Code pénal, modifié par la loi 2017-86 du 27 janvier 2017, article 171, dit clairement le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans. Double meurtre sur un mineur de 15 ans est évidemment passible de la même peine. Les circonstances aggravantes sont possibles. La première, c'est la préméditation. La seconde, c'est la personne de la victime, en l'occurrence un descendant du meurtrier. La troisième, c'est celle de l'auteur, la mère de l'infanticide. Et la quatrième, c'est la récidive. Cette femme que vous avez devant vous coche toutes les cases. Toutes. Ancienne magicienne déchue, mise au banc de la famille, elle ne mérite aucune pitié. La justice ne laisse en tout cas place à aucun doute. Mais cette affaire est pire que cela. Parce que des infanticides, on en connaît, on en a vu. On a vu encore récemment une femme prenant son bébé nouveau-né, qui avait accouché sous elle sans même qu'elle se couche sur un lit, la maintenant dans son pantalon de jogging et mettant le pantalon de jogging dans la machine à laver et tournant le bouton de la machine à laver. C'est une réalité. On a vu, après cela, une femme qui mettait son enfant dans le congélateur, dans un sac en plastique, comme un poisson ou une viande. Mais ces femmes-là, Monsieur le Président, sont des femmes désemparées, des femmes perdues, des femmes qui ne sont plus où elles sont, qui ne peuvent pas supporter la vie telle qu'elle se présente. Ça n'est pas du tout le cas de Médée. Ça n'est pas du tout le cas de Médée. Le double crime de Médée n'a rien de comparable avec cette affaire. Avec Médée, nous nous haussons au pire de l'indignité. Car elle n'est pas du tout perdue. Elle n'est pas le moins du monde dépassée par ce qui lui arrive. Elle maîtrise tout. Elle cherche simplement à éliminer ses enfants par vengeance. Elle a élevé ses enfants, elle les a voulus, elle les a aimés, et au moment où ils sont arrivés, ils ont 10 ans. Ils ont 10 ans au moment où Jason choisit de partir. Et Médée, à ce moment-là, après sa réflexion, détermine son acte principal, qui va être d'aller vers ses enfants, de leur tendre le bras, et au dernier moment, en ayant un couteau caché dans la manche, de leur tendre le cou, de couper et de faire jaillir le sang de ces enfants innocents. Tous innocents, totalement innocents.
Il n'avait fait, c'est notable, il n'avait à se reprocher aucun crime. Ils étaient parfaitement innocents. Leur seule faute était d'être nés d'un père désormais détesté. Est-ce suffisant? Il y a eu des opinions tout à l'heure dans la salle, dans le prétoire. On peut en discuter. Plus même, Médée a également assassiné son demi-frère Absyrtos et l'a démembré simplement pour ne pas être rattrapé par son père qui le pourchassait après le vol de la Toison d'Or. Nous sommes des professionnels de la justice. Nous savons que notre rôle est de curer les écuries et de fouiller la merde et de reprendre tout ce qui tue, tout ce qui vole, tout ce qui est innommable. Mais ici, nous touchons à quelque chose qui est encore plus indigne. Parfois, dans des cas comme aujourd'hui, au moment de produire ce réquisitoire, je me sens indigne de la condition humaine que nous partageons, que nous devrions partager. Et le sang de ces enfants retombe sur le rouge de ma robe. Ce crime déshonore notre condition humaine. Ces enfants ne subissent le châtiment suprême que pour faire souffrir leur père. Ils ont été complètement instrumentalisés. Ils n'existent plus en tant qu'enfants. Elle les a voulus, elle les a faits, elle a été heureuse de les avoir, elle les a élevés. Ils étaient de jeunes aristocrates royaux, promus aux plus belles perspectives. Elle les a assassinés, froidement. Ils ne subissent le châtiment suprême que pour faire souffrir leur père. Perversion criminelle d'une femme qui place l'amour de la haine de son mari, plus haut que l'amour des enfants qu'elle a voulu, attendu, porter en son sein. Remettons les pendules à l'heure de la vérité, parce que les différents témoignages que nous avons entendus donnent une image assez floue, et à commencer par Jason. Qui était vraiment Jason? L'histoire ne rend pas justice à Jason. On a fait de lui l'image d'un aventurier parti à la tête de ses 50 argonautes pour conquérir la Toison d'Or, quelqu'un de courageux, n'hésitant pas à se lancer dans l'aventure. Mais la réalité n'est pas tout à fait aussi noble que cela. Comment Jason a-t-il vaincu? Quelle était son arme? Jouant de son physique avantageux, Jason n'était qu'un sexe au service d'une ambition. Rocco Siffredi, lâché dans l'aristocratie des royaumes méditerranéens. Oh, il y avait dans la mythologie beaucoup de tous les coups pervers sont possibles, toutes les déviations sont possibles, mais là, nous sommes en présence de quelqu'un qui n'a qu'un but, conquérir un royaume, puisque ce n'est pas celui de son père qui lui est refusé, ce sera celui du père de Médée, ça n'est pas celui du père de Médée, ce sera celui du père de Créus. Cet homme est un sexe qui profite de son physique et de l'image qu'il a pour abuser de cette situation. Pour conquérir la Toison d'Or, il doit se faire aider. Par qui va-t-il se faire aider? Par Médée. Médée est la fille du roi. Évidemment, s'il devient l'amant de la fille du roi, il peut espérer acquérir lui-même le trône, qui est son seul objectif, le seul objectif de sa vie. Mais Médée vient à lui, spontanément, au moment où le roi lui dit « Pour réussir, il faut conquérir la Toison d'Or. Si tu m'apportes la Toison d'Or, je te donne mon trône. » Médée lui passe un très curieux marché. Elle lui dit « Je vais t'aider par ma magie à conquérir la Toison d'Or, mais je te demande de m'épouser. » L'amour contre la magie et la possibilité d'acquérir cette Toison d'Or. Il n'a rien fait de particulier pour avoir cette toison, puisque c'est la magie qui a fait que le taureau au sabot d'or a été dompté, que ce taureau a servi à semer des dents d'ennemis, et que derrière ces dents d'ennemis ont créé des guerriers qui eux-mêmes ont été détruits. Tout cela, c'est la magie de Médée. Jason n'est pour rien dans toute cette affaire. Il n'était en fait qu'un gigolo ambitieux et manipulateur. Son seul but était
d'avoir un royaume. Après le vol de la Toison d'Or, qui appartenait à son père, donc Médée commence par trahir son père. Médée continue, poursuit son affaire, et pour perdre les poursuivants qui vont les rattraper, elle assassine son demi-frère Absyrtos, qu'elle démembre en jetant ses membres alentour, parce qu'on sait que pour que un corps soit reconnu, qu'un être soit reconnu dans l'au-delà, il faut qu'il soit entier. Et donc, la poursuite s'arrête parce que Médée a démembré son demi-frère. La mort rôde autour d'elle en permanence, et elle continuera encore derrière. Revenu à Iolcos, Jason constate que son oncle, le roi usurpateur, Pélias, qui a tué son père, il a tué son père et sa famille. Ça paraît un peu brutal. Alexandre le Grand avait fait le même quand il est arrivé au pouvoir. Il a tué tous les prétendants, et tous les enfants, et tous les parents de tous les prétendants. C'était quelque chose qui, dans l'Antiquité, était curieusement admis. Pour se venger, qui Jason va-t-il appeler au secours? Évidemment, sa complice. Médée, ce n'est pas sa femme, c'est sa complice dans le crime. Que fait-elle? Elle va tromper les filles du roi, qui sont d'innocentes gourdes, à qui elle va faire croire qu'en ébouillantant un vieux bélier, elle va en faire un jeune bélier, et donc les filles vont se tourner vers leur père, et vont lui dire « Papa, on a trouvé une façon de te rajeunir ». Elles vont le cuire, les bouillanter, et papa va rester dans la marmite. Elles assassinent leur père en pensant le rajeunir. Bien sûr, elles sont simplettes, mais c'est quand même encore un procédé de Médée qui produit ce crime. Nouvelle fuite des deux amants qui poursuivent leur cavale. Parce que l'histoire de Médée, c'est Bonnie and Clyde. C'est une cavale de deux complices qui essaient d'obtenir quelque chose qu'ils ne réussissent pas à obtenir. Puis vient le nœud de l'affaire. 10 ans sont passés, 2 enfants sont nés, et tout d'un coup, Jason répudie Médée, ce qui va déclencher le processus et le double assassinat. Toujours le gigolo à la recherche d'un trône. Il a trouvé une fille plus jeune, plus belle, plus riche, qui est la fille du roi. Il se dit, ça y est, celle-là, c'est pour moi. Je sais que la défense a envie de plaider l'amour de Médée. Mais Médée n'a pas d'amour. Regardons les faits. Jason est parti. Un homme vient de quitter sa femme pour une autre, plus jeune et plus riche. Quoi de plus banal? Combien, mesdames et messieurs les jurés, parmi vous, mesdames et messieurs de l'assistance, combien ont été, sont ou pensent qu'ils seront un jour cocus? Combien pensent que derrière ce coquifiage, leur conjoint prendra du champ et s'enfuira? Combien? Je ne vous le demande pas, je vois, maître, que vous regardez votre pantalon. Je vais vous rassurer. Je vais vous faire part d'une étude qui a été faite en France par l'Institut Glidden. L'Institut Glidden dit un homme sur 2 et une femme sur 3 reconnaissent avoir été infidèles. Un homme sur 2, une femme sur 3. Oui, il faut regarder votre épouse. Mais je voudrais en même temps vous rassurer, parce que l'Institut Insight apporte une autre précision, c'est que le nombre de maris cocus augmente à mesure que l'on descend dans le sud du pays. Nous sommes ici au nord de la Loire, qui est au nord de la France, donc vous avez un peu plus de chance de préserver votre virginité sentimentale. Donc, si on reprend cette première statistique, 50% des hommes, 30% des femmes. Il y a 60 millions de Français, 30 millions d'hommes, 30 millions de femmes. On simplifie. Sur les 30 millions d'hommes, 15 millions déclarent avoir trompé leur femme. Sur les 30 millions de femmes, 10 millions, 15 millions plus 10 millions, 25 millions. 25 millions d'hommes et de femmes se sont trouvés en situation d'être trompés. Si 10% d'entre les conjoints seulement, 10%, c'est très peu, choisissent de partir
et de créer autour d'eux le malheur et la souffrance d'un conjoint délaissé, 10%, ça fait 2,5 millions. Sur ces 2,5 millions de personnes, combien ont assassiné leur conjoint? Combien se sont même vengés autrement que par des récriminations? Quasiment aucun. On verra tout à l'heure qu'il y a un cas de jurisprudence, un seul. En réalité, l'échec d'un couple, quoi qu'en pense Médée, est une chose naturelle. Si l'acte d'amour, l'amour d'une vie, une vie harmonieuse, l'union d'un couple est une chose formidable, ça n'est pas une obligation. En aucun cas, ça ne peut être une obligation. C'est un objectif, mais jamais une obligation. Le passage à l'acte n'est qu'une perversion de l'amour devenu volonté de possession. Médée n'aime pas Jason. Elle veut qu'il soit à lui. Elle veut être propriétaire de Jason. Elle veut qu'il ne soit nulle part ailleurs que dans son lit et auprès d'elle. Et c'est en ça qu'elle pervertit la notion même d'amour au profit d'une volonté de possession. Tu es à moi, tu es ma chose, tu n'as pas le droit de me quitter. Et si le voyou de Jason, gigolo notoire et individu sans scrupules, décide de rompre, cela n'a rien d'exceptionnel, je viens de vous le démontrer. C'est quelque chose de naturel et qui n'a rien de choquant. Ça ne veut pas dire que ça ne fasse pas souffrir le conjoint qui reste, évidemment, mais c'est quelque chose qui se produit des milliers de fois en France et qui ne produit jamais ce type de situation. Il n'est pas amoureux, il veut un trône. Elle n'est pas amoureuse, c'est une cougar qui veut un homme. Et pour avoir cet homme, elle est prête à tout. Ne parlons pas d'amour brisé, mais plutôt de perversion de l'amour. La passion, c'est une blague inventée pour magnifier la pulsion sexuelle primaire. Est-ce qu'on dit que le lion qui tue les lionceaux pour pouvoir sauter la lionne est un passionné? Non. Ce lion poursuit sa nature de lion. Eh bien, Médée a exactement représenté la même chose. Elle a suivi sa nature, et sa nature était la possession. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est un partage. L'amour, c'est de la générosité. L'amour, c'est une attention portée à l'autre. C'est essayer de valoriser l'autre. Rien de tout cela n'existe dans leur attention. Et la liberté de se quitter fait le prix de l'union. S'il n'était pas possible de se quitter, le fait d'être ensemble n'aurait aucune valeur. La valeur des couples, c'est la possibilité laissée à chacun de reprendre sa liberté s'il le souhaite. Alors, on n'a pas, dans cette affaire, d'amour véritable. On n'a qu'une seule idée, c'est la vengeance. La vengeance de Jason en permanence, la vengeance de Médée qui suit la vengeance de Jason, et tout cela est très malsain. Si vraiment Médée voulait punir Jason, que ferait-elle? Eh bien, elle lui jetterait un sort, elle est magicienne. Elle a passé sa vie à jeter des sorts. Elle en ferait, par exemple, un homme de ménage chargé de nettoyer le trône sans jamais s'y asseoir. Voilà, brigue mon pote, vas-y, mais c'est pas pour toi. Elle pourrait autrement lui porter un sort, elle le tuerait de ses mains, un sortilège, mais non, elle va se venger sur ses enfants, ce qui est le signe manifeste d'une dépravation de l'amour, d'un amour conjugal absent et d'un amour filial qui n'a jamais existé. Passons rapidement sur l'assassinat de Créuse et de son père, le roi Créon. On en a parlé tout à l'heure. Créuse, c'est une midinette, c'est une tête vide. C'est la fille du roi qui profite de tout. C'est Hermès et Porsche en permanence. Elle n'a aucun intérêt, elle est vide. Elle est vide. Elle veut l'homme et elle veut la tunique de Médée. Pourquoi veut-elle la tunique de Médée? Le cynisme, elle ne s'en rend même pas compte de cette situation. Mais quand Médée lui envoie la tunique qu'elle a demandée, la tunique est empoisonnée. Et au moment où Créuse va la revêtir, elle va brûler.
et mourir. Une mort de plus pour cet insatiable serial killer. Créuse est tuée, elle aussi, par vengeance, comme le roi Créon sera tué, comme le palais sera incendié, parce que Médée ne fait jamais les choses à moitié. Alors, dans cette affaire, il y a une jurisprudence. On croit que ces choses sont arrivées dans l'Antiquité et qu'elles ne se produisent jamais nulle part ailleurs. En réalité, il y a une jurisprudence. Elle se passe en Bretagne. Il y a à peu près 5 ans. Un homme qui a à peu près tout raté dans sa vie a quand même réussi son mariage. Il a épousé quelqu'un, puis un jour sa femme le quitte. Il dit, ça suffit, tu es une catastrophe ambulante, rien ne pourra se passer avec toi qui continue, et elle le laisse tomber. Il divorce, il y a des alternances pour s'occuper des enfants. Et un jour où il a les enfants en charge, il leur dit, les enfants, je vais vous emmener, on va aller voir le port de Brest. Il y a un nouveau bateau qui est arrivé, le Renard, un bateau du XVIIIe siècle, il est magnifique. Ouais, on va voir le renard, on va voir le renard. Et cet homme jette sa voiture dans le port de Brest avec les 2 enfants à l'intérieur. Et comme il a tout raté et qu'il ne peut pas réussir même le côté héroïque de cette catastrophe, il se sauve lui-même. Au dernier moment, il a peur de mourir, il a honte, il sort de l'eau et les 2 enfants se noient. Comble de l'ironie, il avait essayé d'appeler son épouse et sa belle-mère par son téléphone portable, mais elle n'avait pas répondu à cet abruti. La mythologie a rejoint la vérité plus forte que la mythologie. Mais cet homme-là, c'était une épave. C'était quelqu'un qui était sans consistance, quelqu'un qui ne croyait plus à rien et qui aura fini dans une prison la pauvre vie qu'il avait commencée tout seul. Médée, ça n'est pas le cas, c'est une maîtresse femme, c'est quelqu'un qui domine absolument son sujet, qui est en situation de toujours chercher le succès, la victoire. C'est une conquérante du mal. Cet homme a été puni de 30 ans de réclusion avec une peine de sûreté de 20 ans. Chez ce déshérité, rien des calculs ni de la violence de Médée, juste une énorme douleur intérieure qui le pousse au suicide, raté comme tout le reste de sa vie. Médée n'a jamais vécu de dépression, elle ne sait pas ce que c'est que la dépression. Elle est dans la colère, elle est dans la vengeance, elle est dans le crime. Tout est possible à partir du moment où elle souhaite le vivre. Considérant ma position de défenseur de l'État, de défenseur de la sécurité publique, je vous demande, mesdames et messieurs les jurés, de condamner Médée pour ce double assassinat avec circonstances aggravantes à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans compte tenu de l'extrême dangerosité de l'accusé. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez entendre certainement de subtiles analyses. Ne perdez jamais à l'esprit l'image de cette mère couverte du sang de ses enfants qui, après avoir assassiné le premier sous les yeux du second, se tourne vers le second et va lui faire subir le même sort. Imaginez une seconde ce qu'ont pu ressentir ces enfants, ne comprenant pas comment une mère peut se retourner contre eux et passer du premier au second avec la même impassibilité. Cette histoire dont on voudrait vous convaincre qu'elle est sublime est en réalité sordide. Cette femme n'est pas une héroïne, c'est un serial killer. Que cette scène demeure sous vos yeux votre base de réflexion, elle est authentique et incontestable. À partir d'elle, bâtissez votre intime conviction et jugez sans faiblesse. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. On a aéré, fait moins chaud, je crois, dans la salle. Mais pardon, j'ai dit quoi? C'est vous, Monsieur le Président. Des fois, je doute. Voilà, mais comme je redeviens... Oui, merci donc, Monsieur le procureur. À vous, Monsieur l'avocat de la défense. Mesdames et Messieurs les jurés,
Si les circonstances n'étaient pas si graves, vous l'avouerez, j'aurais envie de sourire, tant ce que j'ai entendu m'a paru dérisoire. Une présentation des faits qui se voulait neutre, mais dont chaque mot accablait ma cliente. Une jurisprudence qui demande au droit un secours qu'il est bien en peine d'apporter dans ces circonstances hors du commun. Un réquisitoire qui s'acharnait finalement à prouver une évidence: il est très vilain de tuer ses enfants. Belle découverte. Je m'avais rappelé, monsieur le procureur, cette phrase malicieuse d'Umberto Eco: Médée ne pourrait en aucun cas donner son nom à une école maternelle. Chacun ici en conviendra. Pour le reste, ce que j'ai entendu jusque-là me fait hésiter sur l'image que vous avez, les uns et les autres, de cette femme. Une jalouse qui se venge du mari qui la trompe, mais nous ne sommes pas au boulevard, fût-ce le boulevard du crime, et Euripide n'écrivait pas pour le Grand Guignol. La dimension de Médée est tout autre, et le banal crime passionnel n'est pas son fait. Un peu plus juste peut-être, Médée serait une anticipation, comme l'archétype de tous les grands criminels familiaux. Un Jean-Claude Roman de Palais, un Dupont de Ligonnès de Gynécée. Mais ces deux-là cherchaient absurdement à effacer par le sang les témoins de leurs mensonges. Nous en sommes loin. Médée n'a pas menti, elle. Médée, tuant ses propres enfants, n'a rien voulu cacher. Mais cette femme est indéfendable, pensez-vous sans doute. Si je croyais qu'un seul être en ce monde ne mérite pas d'être défendu, j'en conviendrais peut-être avec vous. Pourtant, pas un instant, je n'ai hésité à accepter cette tâche. Et je vous étonnerais peut-être en vous disant que cette tâche ne m'effraie pas. Les choses iraient autrement si je devais tenter de vous montrer que cette femme est aimable, ou qu'elle est malade, qu'il convient de la plaindre et non de l'accabler, que son crime est pardonnable, et pourquoi pas que c'est une autre main que la sienne qui a tué ses enfants, que l'erreur judiciaire plane sur ces débats. Non, elle est coupable, et du crime le plus atroce. Je devrais peut-être lui chercher des circonstances atténuantes. Ce Jason n'est pas un personnage sympathique, et je sais gré à monsieur le procureur de l'avoir noirci à loisir. Son attitude est inqualifiable, et lui-même, si l'on en croit Corneille, et le témoignage que vous citez tout à l'heure, aurait sacrifié ses enfants pour se venger de Médée si Médée ne l'avait devancé. L'hérédité de Médée ne porte-t-elle pas en elle de funestes promesses? Considérez Phèdre et Médée, toutes deux, ça a été rappelé au début de ces débats, toutes deux petites filles du soleil, et toutes deux associées à l'interdit et au crime, comme si la lumière du soleil aveuglait d'amour ou de fureur toutes ses descendantes. Est-ce un hasard? Ou encore, n'a-t-elle pas cherché, en tuant les enfants qu'il lui fallait abandonner, à leur épargner un monde dont l'opportunisme, la lâcheté, le calcul étaient en train de la briser? Mais je ne dirai rien de tout cela. Elle est responsable de son geste. Elle-même ne songe ni à s'en vanter, bien sûr, ni à le dissimuler, ni à fuir votre jugement. Car elle se sait, elle est hors d'atteinte. Dans quelques minutes, mesdames et messieurs les jurés, il vous faudra rendre votre verdict. J'ignore ce qu'il sera. Mais ce que je sais, avec une absolue certitude, c'est que cette femme l'entendra, sans ciller. Je ne la regarderai pas. Ce visage restera celui d'une de ces statues de marbre que vous allez admirer à Athènes ou au Louvre. Elle ne sourira pas si vous vous montrez clément, car ce visage a désappris le sourire. Elle ne versera pas une larme si vous la condamnez, car sa condamnation, elle la porte en elle depuis l'instant où sa main a saigné le dernier de ses fils. Il ne vous appartient pas d'ajouter ni de retrancher rien au malheur qui l'a emporté très loin de vous, de nous, de ce monde que nous connaissons et qui a si peu changé depuis que l'homme a commencé d'y semer son cortège de mensonges, de trahisons, de violences et de larmes. Vous la croyez présente, elle ne l'est pas. Le monde où elle est, nous ignorons quel est son nom. Ce n'est ni celui des vivants, ni celui des morts, mais un lieu qui n'a pas de mots qui le décrivent. Acquittez cette femme, et vous prolongerez la présence sur terre de ce vivant remords, de ce vivant désespoir. Condamnez-la,
et condamnez-la à mort, qu'importe la loi d'aujourd'hui, et condamnez-la à mort, et elle descendra dans l'Érèbe avec indifférence, peut-être même soutenue par le pâle espoir de reconnaître là-bas les visages de ses enfants qui étaient sa vie. Elle montera sans frémir sur la barque de Caron. Elle ne baissera pas les yeux devant les 3 juges qui décideront de son éternité. S'ils ne l'estiment pas assez puni de son crime par son crime même, ils ne sauraient, eux non plus, aggraver une souffrance sans nom. Si je compte pourtant vous demander tout à l'heure d'acquitter ma cliente, ce n'est donc pas pour alléger son fardeau. Ce n'est pas non plus pour que vous vous grandissiez en exerçant cette faculté de comprendre, de compatir, de pardonner qui fait assurément le meilleur de l'être humain. Vous l'acquitterez pour témoigner de la reconnaissance que nous lui devons. Ah, je vois frémir à ce mot de reconnaissance. Ce n'est pas de reconnaissance qu'il s'agit de parler, n'est-ce pas, mais de rejet, de répulsion, d'horreur. Et cependant, j'ose prononcer ce mot et vous saurez pourquoi. Mais j'ai trop parlé déjà comme si je cherchais à différer le moment d'affronter l'acte dont cette femme s'est rendue coupable. Je commencerai par nettoyer son crime de toutes les scories dont il est encombré, de façon à vous placer, sans rien en dissimuler, devant le crime nu. Vous lirez un peu partout, on vous a abondamment rappelé que Médée est une magicienne. Regardez-la, son teint clair, ses yeux limpides. Ne trahissait-elle pas pour les Grecs cette lointaine Colchide foulée par le galop des Amazones et baignée de légendes violentes qui lui a donné le jour? Elle est magicienne, comme bien plus tard le seront les diseuses de bonne aventure, gitanes et bohémiennes, aux origines incertaines. Elle incarne un ailleurs. Et le Méditerranéen a au fait de détourner le regard sous la netteté tranchante du sien, avant de l'accuser de tous les sortilèges. Magicienne. Ce mot, déjà, est censé la condamner. On nous dit magicienne, nous entendons sorcière. Et Médée se présente à nous sous les traits les plus inquiétants, réveille nos peurs d'enfants, traîne après elle toute la légende noire d'un Moyen-Âge de bûchers et de maléfices. Après avoir tué, mais la magie qu'on lui prête, ne nous est-elle pas plus familière qu'on ne croit? Après avoir tué ses enfants et s'être assurée du sort de la malheureuse Créuse, elle se serait enfuie dans un char ailé. Ce char ailé n'a plus rien pour nous effrayer, nous l'empruntons sans émoi particulier pour partir en vacances. Autre magie, celle de l'amour qui a su ranger sous sa loi le puissant Jason. Serait-elle la seule femme à en détenir les secrets? Faut-il être sorcière pour en connaître la puissance? Mais surtout, ne cherchons pas à nier la magie véritable dont elle témoigne. Celle grâce à quoi cette femme franchit les millénaires pour comparaître ici devant nous, comme elle l'a fait devant Euripide et les Athéniens du 5e siècle, devant Sénèque au temps de Néron, devant Corneille et Louis XIV, devant Anouilh ou Muller, tout près de nous. Cette autre magie, par laquelle nous pouvons nous émouvoir encore, ou nous horrifier, porte un nom, c'est l'art. L'art du théâtre au premier chef, qui rend sa présence si naturelle en ce tribunal. Une salle d'audience n'est-elle pas toujours plus ou moins une salle de théâtre? Nous oublierons donc en Médée la magicienne, pour ne considérer que l'essentiel, la femme que vous allez juger, apprenant la trahison de Jason, a tué les 2 fils qu'elle avait eus de lui. Près de ce geste-là, que pèsent les autres? La mort de Créuse, de Créon, n'est certes pas en soi une mince affaire. On vous condamne à l'accuser pour moins que cela. Mais ces crimes même pâlissent et s'effacent devant celui-ci. Apprenant la trahison de Jason, Médée a tué les 2 fils qu'elle avait eus de lui. Au temps mythologique, les choses allaient bien différemment de ce que nous connaissons. Vous devrez donc estimer à leur juste degré d'horreur toutes les cruautés qu'on prête à Médée. Lisez Homère, Hésiode, rouvrez votre mythologie et vous n'aurez aucun mal à trouver dans ces temps hors du temps tellement plus cruels qu'elle. Si elle avait voulu rivaliser avec Atrée, Médée ne se serait pas contentée de tuer ses enfants, elle les aurait servis en ragoût à la table de leur père. Oublions donc
cet univers de fureur dont nous percevons bien que son but était d'éclairer la nuit des temps, de donner sens à un monde incompréhensible, et non de raconter une quelconque vérité, celle des historiens, des policiers ou des procureurs. Ne regardons dans le crime que ce qu'il a d'intemporel et représentons-le, nous, comme un événement d'aujourd'hui. Ce crime, à vous qui allez le juger, l'heure est venue pour moi de vous le raconter. Je ne chercherai pas à en nier la réalité, ni même l'atrocité. Nous ne détournerons pas les yeux devant lui. Je n'étais pas là, Médée. Aucun de ceux qui vous jugent ce soir n'était là quand vous l'avez commis. Pourtant, je vous ai vu, pourtant, je vous vois. Vous avez compris que c'était le moment. Non pas de vous venger. Quelle absurde façon de se venger ce serait qui vous ferait souffrir pire douleur que celui dont vous auriez tiré vengeance. Le traître Jason qui s'apprêtait à semer dans un autre ventre, un ventre plus jeune, une autre descendance. Non. Ce que vous disait la voix que vous entendiez, c'était que l'heure était arrivée d'accomplir votre destin, d'être, dans cette mythologie sauvage et sanglante, une héroïne de plus à proclamer au monde cette seule vérité. Nous sommes tous hommes, héros, dieux même, quelle que soit notre richesse, notre puissance, notre rang, nous sommes tous soumis à l'Anankei, le destin, la fatalité. Et qui ne sait jamais à quel moment son destin prend sa juste forme, la forme qui demeurera la sienne dans la mémoire des hommes. Pas plus qu'aucun de nous, vous ne le saviez, Médée. Était-ce le jour où vous avez tué votre propre frère? Était-ce le jour où vous avez fui votre patrie? Était-ce quand entre tous vous avez élu Jason? Quand ces deux enfants vous sont advenus? Quand vous avez offert à Créuse le présent qui la dévorerait? Tout cela, vous avez pu le croire. Tout cela aurait pu être. Jusqu'à ce moment où, soudain, vous avez su que votre destin, qui était celui d'une infanticide, de l'infanticide même, serait scellé ce jour-là, que votre place était assignée, que vous seriez pour les siècles à venir, alors même que les dieux auraient déserté le monde des mortels, objet de détestation, image monstrueuse de la mère saignant ses enfants comme des poulets. Et la force qui vous animait était de celle contre quoi l'on ne peut songer résister. Vous avez reconnu l'Anankei. Vous êtes descendu aux cuisines du palais. Vous avez demandé au chef son meilleur couteau. Il n'en s'en est pas montré surpris. Il ne vous a pas demandé l'usage que vous comptiez en faire. Savait-il la disgrâce qui vous avait frappé, l'exil qui vous attendait peut-être? Mais vous restiez Médée. Aux yeux de cet homme, vous appartiendriez pour toujours à la caste de ceux à qui un simple cuisinier ne désobéit pas. Vous avez éprouvé le fil du couteau sur la pulpe de votre index et vous avez demandé au cuisinier de l'aiguiser encore sur sa pierre la plus dure. Vous l'avez regardé faire. Vous avez noté l'élégance de ce lourdeau, la souplesse de son poignet qui faisait danser la lame sur la pierre sombre. Vous vous êtes étonné aussi de la douceur du regard de cette brute. Un regard qui, d'une certaine manière, vous montrait le chemin. Le moment est venu où le fil du couteau s'est trouvé si fin qu'à peine posé sur votre doigt, il en a exprimé une goutte de sang. Alors vous êtes remonté aux appartements royaux, dans la chambre des petits princes qui ne valaient déjà guère plus que des bâtards, et l'ignoraient. Le plus grand, Merméros, jouait aux osselets, le plus petit, Phérès, s'occupait de torturer un peu un scarabée qu'il avait ramassé dans les jardins. Vous avez laissé Merméros avec ses osselets, avait sauvé le scarabée et avait emmené le plus petit. Vous l'avez pris sur vos genoux et de votre main gauche avait ébouriffé ses cheveux, presque blonds encore, pendant que votre main droite cherchait le métal froid dans la chaleur de votre robe. Peut-être avez-vous chanté une chanson que le petit aimait, peut-être en a-t-il repris avec vous le refrain. Et sans cesser de lui caresser les cheveux, dans le même
geste de mère. Vous avez caressé sa gorge avec le couteau si bien acéré qu'il est entré doucement, profondément dans la chair tendre. Le flot de sang qui a jailli de la plaie était le sang de l'enfant, mais il était le vôtre aussi. Et c'était votre vie qui vous échappait, à longs jets brûlants, au rythme de la sienne. Vous êtes retourné dans vos appartements qui n'étaient plus ceux d'une reine. Vous avez retiré votre robe ensanglantée et l'image du corps que vous renvoyait le miroir était celui d'une femme toujours très belle mais dont Jason ne voulait plus. Vous avez changé votre robe de criminel contre une autre immaculée, innocente, et vous êtes descendu égorgé, Merméros. Il était trop grand celui-là pour être pris sur vos genoux. Alors vous vous êtes approché de lui sans bruit et avez caché ses yeux avec votre main gauche, comme l'on fait quand on veut qu'un enfant devine qui lui joue ce tour. Il a ri. D'abord, il a demandé « C'est Eutychis ?» Eutychis était le nom d'une jeune servante qu'il aimait bien. Vous lui avez dit, de votre voix naturelle, de votre voix de tous les jours, que non, vous n'étiez pas Eutychis. Il vous a reconnu, alors il allait donner la réponse et a commencé joyeusement. « Ah, j'ai trouvé c'est... » Mais avant qu'il n'ait prononcé le mot de maman, il a fallu qu'il meure lui aussi, très vite, sans s'en apercevoir. Pas un cri de la part de vos enfants, pas une larme de la vôtre, alors que je les vois maintenant dans vos yeux, qui ne sont plus les yeux d'un monstre. Vous étiez devenu ce monstre que portait votre destin, vous étiez devenu toutes les infanticides qui viendraient horrifier le monde dans les siècles futurs. Je dois maintenant, mesdames et messieurs les jurés, vous demander une juste peine pour m'aider. Or, je vous demande de l'acquitter. Non qu'elle soit innocente. Je viens de vous raconter son crime. Non même qu'elle soit irresponsable. Elle a su, tout du long, ce qu'elle était en train d'accomplir. Peut-être serait-il plus juste de dire le crime qui était en train de l'accomplir. Je ne peux que vous dire pourquoi, quel que soit le regard que vous portez sur cette femme, entre les deux seules solutions possibles, la mort ou l'acquittement, vous choisirez l'acquittement. Si vous voyez en elle un monstre digne de toutes les souffrances, vous l'acquitterez pour lui épargner la grâce d'une mort qui la délivrerait à tout jamais de cet instant où le sang du petit Phérès a jailli sur ses genoux. Vous lui infligerez ainsi le remords à perpétuité, sans remise de peine, et rien jamais n'effacera de ses veilles comme de ses nuits le sang de ces deux petits garçons. Mais si vous voyez en m'aider une femme qui est toutes les femmes et tous les hommes, qui est toute l'humanité, cherchant dans les ténèbres la réponse à la question de savoir qui elle est, ce qui justifie qu'elle soit, s'il vous reste un peu de pitié pour le monstre qu'elle a su qu'il lui faudrait un jour être, vous la quitterez dans l'espoir qu'un matin, elle s'éveillera dans la lumière d'un printemps, qu'elle goûtera la sérénité du monde, son impassibilité devant les hommes et leur noirceur. Ce jour-là, pendant une minute peut-être, elle saura qu'elle est une part de ce monde, indispensable au monde tel qu'elle va, et elle goûtera miraculeusement un moment de paix. Vous la quitterez pour lui donner, malgré tout, malgré elle, la chance de cette minute-là. Enfin, si vous êtes, comme je le suis moi-même, incapable de dire s'il faut ou non la haïr, s'il faut ou non la retrancher du nombre des humains, vous la quitterez au nom de ce que nous lui devons, et qui m'a permis tout à l'heure de parler de reconnaissance. 2 chefs-d'œuvre du théâtre antique, une tragédie de Corneille, un rôle inoubliable pour Isabelle Huppert, tant de créations humaines qui, dans nos musées ou sur nos scènes, nous rappellent que la grandeur humaine est de pouvoir, de l'horreur même et de la nuit, extraire lumière et beauté. Vous la quitterez pour l'inquiétude et le trouble fécond qu'elle sème en chacun de nous. Vous ne la suivrez pas des yeux quand elle quittera votre tribunal. Vous savez qu'elle est là, en vous, en nous. Vous savez qu'elle loge au cœur des songes obscurs qui hantent l'humanité. Vous savez qu'elle reviendra. Merci, monsieur l'avocat. Avant de passer à la délibération, il me faut demander à l'accusée si elle a quelque chose à ajouter.
de choses ont été dites. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Non, je ne me justifierai pas. Je ne parlerai pas de la cruauté de mon père, ni de mes tantes, de la malédiction des femmes de notre famille, ni de la purification de Circé après les fautes commises. Je dirais simplement que je ne suis pas un cas particulier, que je ne fais pas partie des 2,5 millions du cas particulier. Et je vous rappellerai simplement que je suis un mythe. Merci. Très bien, vous allez pouvoir regagner sur le côté votre nom à cet endroit, mais de l'autre côté votre place dans la cellule, où quelques policiers vous attendent. Et il me semble, malgré ce qu'on avait annoncé, que moi je dois rester. Je dois rester. Et que vous pouvez, voilà. Je n'ai pas prévu du tout comme ça. Mais bon, je reste. Moi je propose que vous installiez pour que tout le monde vous voit. Alors on va faire... on va limiter le temps et pour que tout le monde puisse vous voir et moi surtout, je vous propose qu'on vous installe en face, si vous voulez bien aider votre collègue, monsieur le greffier, adjoint. Et puis, on va inventer un système qui n'existe pas, c'est-à-dire que vous allez, ce que je vous propose, parce que là c'est une invention, c'est que les questions qui vont être posées, j'aurais dû les poser avant qu'elles soient sorties, mais je vais vous les poser après. Ça va être que vous vous exprimiez par rapport aux questions qui sont posées et qu'éventuellement, de façon complètement insensée, les gens qui sont assemblés par rapport à une idée émise ou une idée qui n'est pas émise puissent intervenir très rapidement. Je vous propose qu'on se donne moins d'un quart d'heure. Donc, monsieur et madame la greffière, voulez-vous regarder l'heure pour que dans moins d'un quart d'heure, le jugement soit donné? Et vous allez vous installer en face, là. Il est 10h25. D'accord. Voulez-vous les installer Là, il faut que tout le monde puisse les voir. Donc, face à moi, en fait, ouais. Ah, face à vous. Bah oui, parce que tout le monde les voit, là, je crois. Mais non. Vous les mélangez. Oui, c'est ça. C'est cela non, oui, d'accord. Essaie de faire un petit rond autour d'une table, mais essaie de les mettre en rond. Ah, donc on les met quand même. Mais que vous savez, c'est bien que vous pensez que moi... J'attendais des ordres, monsieur le président. Oui, mais là... Je vais m'exécuter, savez-vous. Oui, je sais bien, mais j'invente un peu, donc je ne suis pas très expert tout ça. Mais vous avez le sens de la création, monsieur le président. C'est bien, c'est aimable. Un peu... Nous devrions y être. Voilà. Une de plus, sait-on jamais. Très bien. Hop, donc, les questions qui vous sont posées, c'est de savoir si Médée est coupable du meurtre de ses enfants, de Créon et de Créuse, si elle a agi consciemment, avec ou non préméditation, et si elle a des circonstances atténuantes. Voilà. Alors, comme vous ne savez pas comment commencer, n'est-ce pas? Et moi non plus. Je vous propose, on va commencer par Damien, puisque je connais, de donner un avis sur tout ce qui vient de se passer et voilà, là tu as le droit de t'exprimer dans un jugement et dans une pensée. Et chacun le fera. Et si quelqu'un veut renforcer l'idée émise ou la contredire, pourra le faire, mais il faut que ça aille assez vite. Avant toute chose, Monsieur le Président, je voudrais soulever le problème de la juridiction. Est-ce que les crimes éventuellement commis par Médée relèvent d'une juridiction humaine et non pas divine? L'accusée s'est elle-même présentée comme petite fille du soleil, elle est donc d'ascendance divine, et on pourrait donc arguer que seuls les dieux peuvent juger de sa culpabilité et éventuellement d'une sanction. Les hommes peuvent-ils juger les dieux? D'accord. Vous répondez quoi? Je ne m'estime pas en qualité de juger un dieu. Vous ne voulez... Non, parce que sinon on ne sert à rien. Mais c'est une bonne question. Votre voisine, par rapport à... Oui, votre voisin, voilà. C'est pour bon. Qui veut? L'argumentaire du procureur et de l'avocat de la défense était extrêmement troublant. La question de la juridiction s'était également posée pour moi. Je ne savais plus si j'étais un citoyen de Corinthe, si j'étais un être humain, si j'étais un Français. En tant que citoyen de Corinthe, je ne peux que constater que Médée nous a débarrassés d'un tyran et en a empêché un autre d'arriver au pouvoir. En tant que dévot des dieux, je ne me sens pas apte à juger une descendance divine.
En tant que Français, j'ai déjà des grandes difficultés à juger les hommes et les femmes de mon temps. Et juger une femme il y a 2000, 3000 ans n'est pas de mon ressort. Je ne peux donc que dans ces 3 cas la quitter. Donc enfin, c'est pas la question qui était posée. Non, on la posera à la fin. Vous-même. J'ai entendu différentes choses, à savoir qu'on parle d'événements qui remontent à plusieurs milliers d'années et on les confronte à des lois actuelles, puisqu'on m'a parlé de loi de 2017. Alors, est-ce que c'est compatible d'opposer des mondes aussi différents, sachant que, sans doute, les contextes ne sont plus les mêmes. Maintenant, c'est une affaire qui me paraît quand même assez complexe. Effectivement, on a entendu parler de Dieu, d'hommes, de robes empoisonnées. Moi qui travaille à la chaîne sur les chars de guerre et qui sert le 3e écrou de messieurs, effectivement, ça me paraît bien complexe et j'ai beaucoup de peine à faire certains liens. Oui. Tant mieux pour vous. Pour le 3e écrou. D'accord. Non, mais j'étais assez clair. Est-ce que pour vous? Je suis assez d'accord que c'est très compliqué de juger avec nos critères actuels un événement qui s'est passé à l'époque antique. D'autant que, comme ça a été souligné par les 2 parties, le fait de pouvoir se débarrasser de manière plus ou moins définitive des personnes qui sont sur le passage de la prise de pouvoir avait l'air d'être assez banal à une certaine époque, et finalement c'est un des faits qui est reproché pour m'aider, en tout cas en ce qui concerne Créuse et Créon. Donc finalement on la juge pour quelque chose qui n'a pas l'air d'être un motif de crime usuel pour l'époque. Concernant le crime pour ces enfants, c'est beaucoup plus complexe. En tout cas, moi, j'ai pas vu de sentiment de haine, de sentiment de haine décrit de la part de Médée envers ses enfants. Donc, j'étais assez. Le rôle du destin m'a semblé important, effectivement, dans la motivation de l'acte. D'accord. Je suis partiellement d'accord avec un peu tout ce qui vient d'être dit, d'autant que c'est un procédé totalement atypique et qui, en effet, au regard de la loi criminelle actuelle, semble un peu curieux. Les arguments invoqués autant par Monsieur l'avocat général, par vous, Monsieur le Président, dans votre description également, et par l'avocat de la défense, me perturbe un peu, mélangeant tous les siècles et toutes les civilisations. Donc, dans le doute, peut-être, je ne sais, mon intime conviction. D'accord, sera, mais d'accord. On va pouvoir poser la question un petit peu. Mais il reste. Une femme qui souffre énormément. Donc, la culpabilité la portera jusqu'à la fin de ses jours. Et la mort de ses enfants La nature particulière de ce procès, de la personne jugée, effectivement, nous amène sur des juridictions un peu très différentes, comme vous l'avez exprimé. Est-ce qu'on est un tribunal qui juge une affaire d'assises criminelle et humaine, ou est-ce qu'on est sur d'autres notions? Est-ce que cette histoire-là ne nous amène pas à d'autres notions au-delà d'un simple jugement? Je trouve que c'est ce que j'essaie de l'exprimer, ce que vous avez dit, et ce qui se reflète un peu de cette soirée, que je trouve intéressant. Eh bien, votre conviction. Des gens veulent rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Est-ce qu'on peut connaître l'avis du jury par rapport précisément aux 3 questions qui avaient été Alors, 3 questions, et je le rappelle, c'est est-elle coupable du meurtre de ses enfants? Par question, est-elle coupable du meurtre de tes enfants? Oui.
À l'unanimité? Je le reconnais elle-même. D'accord. De Créon et de Créuse? Créuse, oui. Oui. Oui, bon. A-t-elle agi consciemment? Là, il va falloir lever. A-t-elle agi consciemment? En gros, elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait une motivation. Oui, hein, elle savait ce qu'elle faisait, elle n'était pas en état de démence, c'est ce qu'on a montré. Y avait-il une préméditation dans son acte? Oui, vous pouvez. Avec Il faut d'abord qu'on ait un jugement. Mais il faut que vous votiez, hein, c'est à vous de... Je ne peux pas vous dire, moi. Est-ce qu'on ne peut pas estimer que sa vie était entre les mains du destin et que certes, elle était consciente d'être cette sorte de fétu de paille dirigée par le destin, mais était-elle vraiment celle qui prenait la décision? Est-ce que ça n'était pas simplement son destin qui, en tant que mythe, elle s'est présentée à la fin en tant que mythe et non pas en tant que femme, qui l'a forcée à agir? Certes consciemment, certes de manière organisée, donc on pourrait tenter de dire préméditée, mais était-elle libre? Le mythe est-il libre? Ou est-il forcé de suivre le cours du destin? Oui, non, mais... Dans les 10 minutes de délibération. D'accord. Alors, a-t-elle des circonstances atténuantes? Oui, non. Au travers de ce qui vient de se dire, je crois que oui. Oui, la part de destin, la part de passion. Oui, on revient à la découverte. D'accord. Bon, alors maintenant il faut que je pose la question, mais je n'ai pas celle-là. J'avoue. C'est pas écrit. Acquitté ou pas acquitté, c'est ça que je dois arriver ou non, Sylvain? Moi je pense qu'à partir du moment où il y a eu la personne et que le jury reconnaît qu'il y a eu crime, les circonstances atténuantes ne peuvent pas acquitter une personne. C'est un aménagement de peine. Donc coupable, ça veut dire ça? Elle sera condamnée, mais après... Coupable. Et après? Il faut définir le montant de la peine. Donc, votre avis, montant de la peine? Le procureur a demandé 30 ans, 30 ce qui ans. est vraiment extrêmement sévère. Et l'acquittement parce que dangereuse, dit-il. Et l'acquittement est demandé par... Elle a reconnu avoir assassiné ses enfants. Bon, merci, parce que là, je sens que j'ai des failles juridiques. Non, mais là, j'ai pas encore passé le doctorat je patauge un peu, j'avoue. Donc, qu'est-ce que tu dis, toi qui es spécialiste? Tu dis qu'à partir du moment où il n'y a pas d'acquittement... Non, mais comme vient de dire, donc, maintenant, c'est un aménagement de peine. D'accord. On peut demander 10 ans, 20 ans... Bon, vous demandez combien? Ou 30 ans, comme demandé par le procureur. Il me semble qu'un témoignage a établi que l'accusé pouvait entrer et sortir de prison grâce à la magie. Question, est-ce que cela vaut bien le coup de la condamner à la prison? C'est pour ta conscience, c'est ta conscience. Voilà, humaine. Après, elle débrouillera avec les dieux. Hein, en fait, on peut dire ça. Bon, combien pour ta conscience, l'humain? Une journée. Oui, une longue journée. D'accord. Vous? Par le fait qu'elle a reconnu les faits, qui ne sont pas acceptables, moi je mettrais 30 ans. 30 ans, d'accord. Moi, je la condamnerais à faire usage de sa magie pour le bien de la société. D'accord, mais ça va être dur à... À vous d'intérêt généraux. D'accord. À combien d'années d'intérêt généraux? Perpétuité. À vitam, oui. À perpétuité, d'accord. Je pense que la conclusion rationnelle de nos débats est que si c'est bien un mythe qu'on juge, il faut le condamner à vie, à perpétuité, pour qu'il continue à exister. Bien sûr. Et à nous enseigner. C'est une bonne formule, je trouve. On y va? Ben ouais, moi je serais assez pour celle-là d'ailleurs. Et vous? Comment? C'est pas le président. C'est pas non? Non mais je trouve ça joli. Moi je trouve ça très beau. Voilà. Bon, on va décider combien d'années. Bon, à vie, alors à vie, condamné à vivre à perpétuité. Continuer à vivre à perpétuité, à vivre en perpétuité, c'est ça hein, que pour vous proposer? Condamné à perpétuité à hanter notre inconscient collectif. Bon, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on vote ça? J'ai pas tout compris là. Ah. Condamné, redites. Condamné. Condamné à perpétuité à hanter notre inconscient collectif. Ah oui, là j'ai compris. Il finit une période de sûreté aussi. Perpétuité, c'est trop long.
C'est-à-dire, si on admet les circonstances atténuantes, ça veut dire qu'on permet à la personne de se réhabiliter dans la société. Ouais. Et si on la condamne à 30 ans, il n'y a par définition pas de circonstances atténuantes puisqu'elle le restera jusqu'à la fin de ses jours en prison. D'accord. Donc après, c'est un choix philosophique, c'est-à-dire est-ce qu'on veut qu'il y ait une vie après la condamnation, et c'est le cas si on pense qu'il y a des circonstances atténuantes. Si on pense qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes et que le crime est vraiment entier et définitif, alors la personne est retirée de la société jusqu'à la fin de ses jours. C'est un choix. Voilà. Tout le problème, c'est qu'on n'arrive pas à être à la fois sur Terre et là-haut. Donc, ça fait un jugement un peu bancal, en fait. C'est le problème. Donc, humainement, elle est condamnée à 30 ans avec ou non des circonstances atténuantes, ce qui peut diminuer ça. Est-ce qu'il y a une comment tu appelles ça? Une sûreté, une période de sûreté ou non? Bon, humainement, condamnation humaine pour le moment. Est-ce qu'elle est condamnée à 30 ans avec une sûreté ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou à 30 ans, ou à combien d'années de... Après, on va juger au niveau céleste, hein, mais d'abord... je ne vais pas vous dire. Hein? Oui. Est-ce qu'on peut rappeler l'âge de l'accusé, monsieur le Président? Elle a 2000, 3000 ans. Il faut qu'on s'en sorte là. Donc ce sera donc une condamnation à perpétuité avec quelle Une période de sûreté de 3000 ans, je pense. Ce qui fait Voilà. nécessairement. D'accord, très bien, ça me paraît bien. Et par ailleurs condamné à des travaux après, des travaux généraux, qui est d'intérêt général, ce qui est donc de continuer à nous hanter. De 3000 ans, pareil. D'accord. Est-ce que notez, c'est... monsieur le Président, notez. Oui, c'est tout. Surtout que je vais jamais m'en souvenir. Puis-je faire revenir l'accusé Puis-je noter, me redire ce que doit aller condamner. Donc condamnation à perpétuité avec période de sûreté 3000 ans de sûreté. 3000 ans de sûreté. Et après condamné aux travaux d'intérêt généraux. Travaux d'intérêt généraux, je ne vais jamais m'en sortir. À perpétuité. À perpétuité. Pour hanter notre inconscient collectif. À perpétuité. Cela dépasse que monsieur l'avocat général a demandé. Comment? Cela dépasse que monsieur l'avocat Oui, général il va être content. À perpétuité, pour hanter notre inconscient. C'est long, hein. Donc c'est long. Va-t-il se relire? Non. Monsieur le Président, si je sais pas, je la condamne à mort. Puis voilà. Oui, faites donc rentrer tout le monde. Et je fais revenir tout le monde. Mais c'était hyper intéressant. Non, parce que c'est vrai qu'initialement, non, je ne vais pas faire de conclusion, mais voilà, c'était une bonne. Le côté bancal était intéressant. Ah. Voilà, faites entrer l'accusé. C'est vous qui donnez le. Il faut un président dans la. Non, c'est moi. Ah ouais. D'accord. Et qui est-ce qui donne à moi? Ok. Veuillez vous prendre place. Reprenez vos... Peut-être... Non, je vous propose, pour gagner du temps, que vous vous asseyez... peut-être pas là, parce que vous allez poser... Les deux chaises à côté voilà, de les deux monsieur le chaises. Président. Est-ce que vous accepterez d'être côte à côte? Je sais que vous avez déjà... Nous nourrissons l'un envers l'autre la plus vive estime. Très bien. Donc, je pose donc la question... si je les retrouve. C'est horrible, c'est comme ça. Sur la culpabilité, est-elle coupable du meurtre de ses enfants? Oui. Est-elle coupable du meurtre de Créon et Créuse? Oui. A-t-elle agi consciemment? Avec préméditation? Et a-t-elle des circonstances atténuantes? Oui. Très bien. En conclusion, relevez-vous, il faut que vous le disiez pour avoir, et il faut que j'arrive à me revenir. Vous êtes condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 3000 ans. Après quoi, vous serez condamné à
des travaux d'intérêt général à perpétuité pour continuer à hanter notre inconscient collectif. Nous vous remercions. La Cour peut... Se retirer. Comment on dit? On peut aller boire un coup. On va faire ça.